Ok, les gens, partie numéro 2, 29 bis. Je vais continuer sur ces entités étranges, aux pieds et aux mains palmées. Alors, le mystère des entités palmées. Alors, de Laurent Moreau, c'est un petit texte. Ici, au carrefour Anjou-Touraine-Poitou, une figure légendaire est présente depuis des temps immémoriaux, depuis l'adoption du christianisme. Elle nous est connue sous le nom de Sainte Némoise, avec quelques variantes. Alors, elle a la particularité étrange de posséder une patte d'oie dépassant de sa robe. Cette sainte qui semble apparentée à la déesse Perchta des Wisigoths fut vénérée dans plusieurs églises de la région par des autochtones qui lui étaient particulièrement fidèles, à Montsoreau notamment, où sa statue a disparu bizarrement en 1870. Alors, mais nous pouvons toujours contempler une autre effigie du XVe siècle en la paroisse de Lernay, en Chinonais, reproduction d'un ouvrage antique représentant une déité issue du passé le plus lointain. Alors sur cette statuette, nous observons facilement le membre palmé qui ne manque pas d'étonner, puisque en outre, disproportionné. Le personnage tient une quenouille, la tradition la disant bergère, une fontaine, plutôt une source coulant au pied du coteau de pierre levée. C'est un domaine, en fait, étessienne. Alors, là encore, il y a une coïncidence troublante qui confirmerait la relation existante entre Montsoreau et l'énigme des géants antédiluviens, puisque là où est localisée la légende de Sainte Némoise, il y a des ouvriers, à l'occasion de travaux de terrassement, qui ont mis à jour des squelettes d'hommes dépassant les 2 mètres et dont les crânes étaient recouverts par une pierre brute. Alors en Anjou, au XIXe siècle, furent découverts d'autres restes de géants, moins âgés, sans doute, car dans des sarcophages de l'époque gallo-romaine. Hors du contexte chrétien, certaines déesses ou fées ayant pour attribut la quenouille, accessoire qui signifierait la maîtrise du temps, étroitement associée à l'ancienne religion des mégalithes. Alors, là je vous lis la suite, une race serpentesque. Alors les cagots ont des particularités physiques indubitables et fort révélatrices d'un certain passé, d'une certaine hérédité serpentesque. Alors ils sont tous de petite taille, à l'instar des nagas, australoïdes, dropas et dravidiens, chauves, dépourvus de pavillons d'oreilles ainsi que de lobes ou atrophiés de cet organe. En cette place, on ne distingue que 2 trous semblables aux organes auditifs des reptiles et des oiseaux. Le teint olivâtre laisse enfin deviner une peau particulière, peut-être fort sombre ou simplement écailleuse. En plus, ils ont les pieds ainsi que les mains palmées et dégagent de surplus une température corporelle inhabituellement élevée. On les regardait alors tels des adamites vis-à-vis des nagas et la tribu Ham à l'égard des dropas, comme ayant un aspect repoussant, d'où le fait qu'on les qualifiait d'intouchables et obligation leur était faite de se vêtir au complet jusqu'à la tête, laquelle était encapuchonnée. Les pieds chaussés, comme s'il leur était donné de pouvoir causer quelque effroi au bon peuple, juste vous voyez, parce qu'ils fallait pas les voir, voilà. Sinon on risquait d'attraper quelque chose. Alors, imposition leur était de plus faite de porter sur la poitrine une pédoque, ça veut dire une patte d'oie séchée et peinte en rouge. En dépit de l'étrangeté physique que laisse immanquablement présager de semblables coutumes et mesures de séparation ethnique, il faudra attendre le XVIe siècle et Ambroise Paré, de 1509 à 1590, père de la chirurgie moderne et homme de sciences diverses, affecté au service du roi Henri II, afin de recueillir la première véritable étude médicale et clinique des particularités de cette très curieuse peuplade. Alors il semble donc qu'il faille admettre qu'à l'époque, certains cagots vivaient toujours isolés et n'avaient point perdu leur particularité physiologique. Voilà, ou si peu. Alors Ambroise consigna par écrit ces constatations diverses. Lors d'une saignée de l'un de ces êtres, Paré constate encore que de ces veines est paru un liquide très agité, comme gazeux ou presque bouillonnant, mais surtout d'une teinte variant entre le bleu et le vert. L'expression de sang bleu s'appliquant à la noblesse ainsi que notamment au roi de France. Pendant tout le Moyen-Âge, il semble donc qu'il faille avoir la marque au sens propre des sangs réals, plus loin R-E-A-L, qui étaient les Mérovingiens, premier roi de France et descendant des Nagas du mont Mérou en Inde. Coïncidence, me diriez-vous? Non. Mais attention, les serpents n'étaient pas
Les serpents à l'époque, il y a très longtemps, hein, tous ceux qui disent comme les Chinois, que leurs ancêtres étaient des serpents, etc., en Inde, en je sais pas où, même vous en trouvez en Australie, au Pérou, le fameux dieu ailé, dieu je sais pas quoi, là, qui disait le serpent à plumes. Voilà, mais ils n'étaient pas considérés au contraire, hein, c'était bon, apparemment c'était les terraformeurs de l'humain, c'est eux qui ont créé l'humain, mais c'était des enseignants, ils n'étaient pas mauvais. Après ça a été, je vous dis, mais tout a été détourné, hein. Le bon a été détourné en mauvais. En fait, quand on remonte le passé, tout était bienfaisant, que ce soit au niveau apparemment des dieux serpents, des autres dieux, voilà. Après il y a eu je sais pas, il y a eu des guerres, hein, pour s'emparer du pouvoir et de la connaissance et du savoir, sûrement pour la domination du monde. Mais sinon avant, tout ce qu'on dit aujourd'hui, même Satan, il a été diabolisé, parce qu'avant c'était pas du tout ça, hein, qui a été dit il y a très longtemps dans les textes. Ainsi Ambroise consigna par écrit ces constatations diverses lors d'une saignée l'un de ces êtres pareil, voilà, mais surtout voilà, alors l'expression de sang bleu, voilà, s'appliquant. Alors le mystère de Rennes le Château et la lignée des rois de France nous conduirait-il au grand monarque? La reine Pédoc et ses cagots ont été occultés dans l'histoire de France. Bah évidemment, on va pas en parler de ces choses un peu. La reine Pédoc, nom donné au Moyen-Âge à une reine de légende affligée de pieds palmés comme ceux de l'oie. Vous voyez, c'est un rapport en fait aussi avec la langue des oiseaux, l'oie palmée, qui est protectrice, comment dire, qui est protectrice, qui est enseignante, bienveillante, etc. Il y a tout est en relation, hein. Rabelais nous parle de la reine Pédoc et la compare à la reine de Saba, hein, qui aimait aussi les bains et était affublée de pieds hideux. La reine de Saba. Alors, la rumeur populaire dit des cagots qu'ils sont bisexués, ce qui laisse à penser en outre qu'ils sont à l'origine partiellement dénués de caractère sexuel prononcé, ou, et cela porte intérêt, qu'ils changent alternativement de sexualité, un peu à la façon des escargots, appelés anciennement escagots, avec lesquels d'ailleurs ils partagent le sang bleu. Il faut dire que le terme cagot est entré en usage et ne s'est généralisé qu'à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire suite aux grandes recherches médicales opérées par Ambroise Paré et ses successeurs, d'où il ressort que la terminologie de cagot est issue non d'une dénomination populaire, mais de la constatation médicale que ces êtres avaient certaines particularités des escargots. En outre, que l'on prononçait anciennement escargot, le nom de cagot fut alors forgé en remplacement de celui de Christian. Vous voyez, escargot, cagot, le sang bleu, voilà. Toutefois, son sens originel s'est progressivement altéré au cours du temps, tant et si bien que le mot lui-même n'a survécu jusqu'à nos jours que dans la langue argotique. Voilà, on dit espèce de cagot, ça veut dire lépreux, ou simulé lépreux, ou chef des gueux. Vous voyez, c'est à connotation péjorative, disons. Enfin, selon une hypothèse précédemment citée, on les dit descendants des Goths, alors peut-être des Chaldéens au vu de la Bible, hein. Serait-ce que les cagots étaient à l'origine chefs des Goths hindous? L'archéologie dévoile l'existence des fils du serpent. C'est dans un ensemble de cavernes communicantes au cœur de ces terres désolées et inhospitalières qu'en 1938, l'archéologue Chiputei, un chinois je pense, hein, et son équipe découvrirent une série de tombeaux alignés en forme géométrique. L'archéologue en effet ne tarda pas à s'apercevoir que les parois des grottes qui abritaient cet ensemble funéraire étaient elles aussi étrangement géométriques et lisses. Un examen plus approfondi de la roche révéla que ce vaste complexe souterrain était d'origine artificielle. Sur les parois de ces cavernes artificielles se trouvaient gravés les caractères d'une écriture inconnue, ainsi que des dessins représentant des personnages de petite taille, coiffés de casques, mais aussi des étoiles et planètes, le Soleil, la Terre et la Lune notamment, ainsi que des étoiles proches comme Sirius, positionnées les unes par rapport aux autres selon une échelle précise, en correspondance avec leur position astronomique réelle. Donc déjà à l'époque, ils connaissaient l'astronomie, non? Voilà, ils avaient étudié le ciel, etc. Plus étrange encore, tous ces astres étaient représentés reliés entre eux par des lignes en pointillés décrivant d'élégantes courbes.
Alors, le redécouvreur et son équipe n'étaient cependant pas au bout de leur surprise. Les tombes contenaient en effet des squelettes humanoïdes d'une taille minuscule, parfois à moins d'1 mètre, au corps anormalement chétif et pourvu de crânes au front très bas, très long et large, d'une taille manifestement disproportionnée par rapport au reste de leur anatomie. Donc ils avaient une grosse tête et un front au front bas, voilà, très long et large. Un front bas, long et large. Alors je sais pas, je sais pas la tête qu'ils avaient. Ses collaborateurs, pardon. Ses collaborateurs, croyant tout d'abord avoir affaire à quelques espèces inconnues de singes, Chipoutai déclare aussitôt: j'ai jamais vu parler des singes enterrer leurs défunts, et encore moins faire des écritures sur les murs, ou des gravures. Bon, outre ces vestiges indubitablement indicatifs d'une antique culture scientifique, Chipoutai et son équipe mirent au jour un grand nombre de disques de pierre, il y en avait 716, du même granit que les parois de ces grottes. Pardon. Ces objets étaient pourvus de sillons continus en forme de spirale, contenant toujours la même écriture hiéroglyphique inconnue. Ce n'est qu'en 1962, grâce aux travaux du professeur Tsunu Nui, un linguiste de l'Académie de préhistoire de Pékin, que l'un des 716 disques découverts fut traduit. Alors, l'histoire contée par ce disque était à tel point en contradiction avec tous les dogmes que ça a été interdit. Puis après, finalement, les résultats, ils ont dit bon, ok. Donc, ils ont pu publier leur étrange traduction, laquelle jette un certain éclairage sur la nature réelle des Dropas. Alors, selon ce texte, en effet, les Dropas, une ethnie d'aspect inhabituel, apparut soudainement dans cette partie du Tibet il y a 12 000 ans. Moi je dis non, moi je dis 5000 ans, 12 000 ans, suite au crash de leur avion des nuages. Alors c'est, puisqu'il y a eu, je vous dis, il y a pas 12 000 ans, il y a 5 000 ans, il y a 5 000 ans, 5-6 000 ans, je sais pas, il y a eu le déluge. Bon, après le déluge, tout est ressorti. Mais on ne sait pas avant comment était le temps, on ne peut pas donner du temps, c'est que c'était pas du tout, le temps n'existait pas, n'avait pas le même rapport que le temps, nous, qu'on considère aujourd'hui de notre monde. Vous voyez, avant le déluge, les terres d'avant le déluge étaient complètement différentes à tout point de vue. Donc on peut pas dire ça avait 12. On peut dire voilà, ça a entre 5000, moins 5000 jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi c'est ce que je considère, hein. De toute façon je l'ai partagé dans les autres vidéos, mais maintenant bon, c'est à vous de... Donc selon ce texte, Dropa, 12 000 ans suite au crash de leur avion des nuages, hein, ces petits êtres physiques repoussants et parlant un idiome inconnu, une langue de tous, furent tout d'abord traqués et massacrés sans relâche par la tribu des Ham, habitant les grottes de Baikan Kara Oula, que les inscriptions du disque désignent par l'expression homme aux chevaux rapides. Alors, cependant, à force de gestes et de persuasion, ils finirent par se faire comprendre et tolérer. Puis, le temps faisant son œuvre, les Dropas parvinrent petit à petit à s'intégrer au peuple Ham. Voilà. Touchant l'étrange, avion des nuages, vecteur de ces Dropas, n'oublions pas que les traditions des Australoïdes au sujet des Nagas, très vivaces dans cette partie du monde, leur prêtaient notamment le pouvoir de voler, et que les Védas hindous ajoutent qu'ils usaient pour se faire d'engins volants de grande science appelés les Vimana. Bon, on en avait parlé des Vimana. Voilà, je sais qu'ils volaient à l'époque, c'est sûr. Hein. Même les armes qu'ils utilisaient, il y a eu des guerres, dans le ciel. Hein. Mais comble de l'étrange, des enquêtes menées ensuite par des anthropologues au sujet du légendaire de ces lieux révélèrent qu'ils corroboraient parfaitement l'histoire de ce peuple venu de nulle part. De nos jours encore, les Tibétains gardent souvenance d'une horde de petits êtres tout jaunes venus des nuages il y a très très longtemps. Selon leurs anciens, ces êtres étaient dotés de corps frêles, de corps trop frêles et de têtes d'une grosseur peu commune. De plus, ils souffraient grandement du froid régnant dans ces montagnes, lequel donnait à leur peau un certain aspect craquelé, à la semblance d'une pomme flétrie. Alors une description qui concorde tout aussi normalement avec celle des Nagas et autres australoïdes, taille minuscule, moins d'1 mètre pour les squelettes humanoïdes retrouvés en 1938 par Chipoutai, lesquels furent datés de la même époque que les inscriptions des disques touchant les Dropas, quelques milliers d'années. Corps chétif, le tout couronné par une tête surdéveloppée, au front bas,
tel qu'attesté par ces mêmes squelettes. Mais le plus extraordinaire rebondissement de cette invraisemblable affaire se produisit en 1995, lorsque la Chine, après de longues tergiversations, décida de rendre publique une découverte ethnologique qui fera sensation. Dans la province de Sichuan, située à l'est le long des montagnes de Bayan Kuraula, furent découvertes deux tribus semi-troglodytes à la semblance des australoïdes et nagas. Leurs membres, au nombre de 120 en tout, se donnaient eux-mêmes les noms respectifs de Han et de Dropas ou Zopas. La taille adulte de ces individus ne dépassait pas 1m17, le plus petit d'entre eux, adulte, lui aussi mesurant seulement 64 cm. Alors, autre ressemblance saisissante avec les australoïdes et les nagas de Mu, leur front était exceptionnellement bas et fuyant. Ajoutons que tous ces Han et Dropas avaient une peau fragile et ridée, même leurs enfants. Enfin, leurs yeux n'étaient pas bridés, et leur visage ne ressemblait en rien à celui de Chinois ou de Tibétains. Toutes caractéristiques qui les firent qualifier par les scientifiques d'ethnologiquement inclassables. Voilà, donc ils n'ont jamais su de quelle peuplade les mettre. Voilà, ils étaient à part, vraiment à part. Outre les traits physiques de ces peuplades, immanquablement révélateurs d'une ascendance naga et australoïde, donc c'est-à-dire ressemblance de serpentesques, reptiliens. Il est d'avis que leurs dénominations elles-mêmes se font l'écho, à peine déformées par les siècles, de leur origine caïnite, de Caïn, premier habitant de la terre et rejeton du serpent d'Éden. Voilà. Et il semble bien en effet que le nom de Han ou Ham, dans sa forme la plus ancienne, ne soit autre qu'une corruption de Cham. Or, rappelons-le, la tradition exégétique de l'Ancien Testament désigne également Caïn sous le nom de Kamael. En outre, selon certains chercheurs, certaines peuplades vivant dans la partie est du Tibet, non loin de Bayan Karaula, du mont Meru et de l'emplacement mythique de l'Agartha, donc porteraient le nom de Kam. Et l'Agartha, peuple souterrain, vous voyez, les reptiliens sous terre, je sais pas. Alors nous en terminerons avec les origines philologiques de Han, en ajoutant que cette appellation évoque étrangement la dynastie impériale des Han, laquelle régna sur la Chine de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, soit pendant plus de 4 siècles. De là peut-être leur vint ce nom de lignée au sang réal. Quant à l'ethnie voisine Zopa ou Dropa, elle n'est point en reste. Ce nom serait en effet à rapprocher de celui d'un autre de ces peuples montagnards du Tibet appelé Drok-Pa. Lorsque l'on sait que le suffixe Pa signifie en chinois les gens, le peuple, on ne peut qu'identifier dans la racine Drok ou Drak le dragon, peuple dragon. Voilà, rappelons pour mémoire que les Nagas avaient la peau écailleuse, qu'ils étaient réputés capables de voler dans le ciel grâce à leurs engins volants, les Vimanas, et même de cracher du feu, à en croire leurs descendants dravidiens. D'où leur lien évident avec le symbolisme du dragon, que l'on retrouvera à Draguignan avec les Mérovingiens, et dans le nom de Dagobert, le roi Dagobert ou Dragobert, et là encore celui biblique du serpent et de Caïn son fils. Alors cette ethnie serpentesque, caïnite, descendante de Caïn, le premier occupant de la terre, ou peuple du dragon, Dropa ou Drokpa, à l'apparence pour le moins étrange, aurait ainsi à bord d'avions des nuages colonisé exactement les mêmes régions marécageuses, désertiques ou montagneuses que les multiples australoïdes. Alors l'Himalaya, donc le Tibet et son mont Meru, le désert de Gobi, où nous retrouverons au XIIe siècle le royaume du prêtre Jean, prolongement du Var originel édifié par le souverain Jem. Alors certaines provinces de Chine, Andropas, ainsi que l'Inde voisine, mais également l'Éthiopie ou Inde africaine, où sera plus tard au XIVe siècle localisé ce fameux royaume du prêtre Jean. En somme, la légende des Nagas, êtres serpentesques, se déplaçant au moyen d'engins volants ou Vimanas, constitue le centre symbolique du réseau de correspondance reliant entre elles toutes ces peuplades. Or, curieusement, c'est précisément cette origine si particulière, caïnite, que les Nagas, australoïdes, Dropas et autres dravidiens partagent avec les Kagos.
davantage proche de nous dans le temps, qui se popularisera à partir du XVe siècle en France sous le nom générique de cagot. Voilà. Bah, ça c'est fait la deuxième partie. Écoutez, je sais plus quoi vous dire par rapport à cette peuplade. Aujourd'hui, voilà, c'était les rois de France, les 100 royaux. Donc voilà où ils sont, où ils étaient et où ils sont encore aujourd'hui, je pense, tout en haut, comme on dit, les 100 bleus. Et voilà, les 100 bleus, on les revoit aujourd'hui à travers les cagots, les Christians, les cagots et les autres noms qu'on leur donne. Voilà, c'est un peu bizarre. Bon, ben je vous laisse. Voilà, bonne soirée et à bientôt. Salut!